Lieutenant Colonel Mike Ironman Sterling pensa il était, regardant à une timide, d'âge moyenne infirmière civile, une barrière entre lui et les soins médicaux, il demanda. Il vit les cheveux grisonnants et la voix douce, et il vit faiblesse. Il ne vit pas la femme qui avait une fois tenu une artère de marine mourant fermée avec ses doigts nus pour 2 heures dans la chaleur poussiéreuse de Sanguin. Il ne vit pas la légende murmurée à propos dans les baraquements de la meunière division marine. Refusa son aide, aboyant pour un vrai infirmier. Il n'avait aucune idée que la femme debout devant lui ne servait pas juste le corps. Elle l'avait sauvé, et quand elle finalement roula sa manche, l'encre sur sa peau apporterait l'entier hôpital à un arrêt. Les portes automatiques du Centre médical naval San Diego, affectueusement connu comme Balboa, glissèrent ouvertes avec un sifflement aigu, admettant une rafale d'air de novembre anormalement chaud, et un homme qui ressemblait, il était taillé de granit et regret. Lieutenant-colonel Mike Sterling ne marcha pas. Il marcha, bien que le décalage dans sa foulée gauche trahît l'agonie rayonnante de sa hanche. Il était un homme de la vieille race, un marine des marines, avec une mâchoire qui pouvait couper vert et des yeux la couleur d'un océan Atlantique orageux. Même en vêtements civils, un polo moulant qui tendait contre ses biceps et des pantalons cargo tactiques, il rayonnait autorité. Il était l'officier commandant du 3e bataillon, 5e Marine, le légendaire bataillon Dark Horse, et il n'était pas accoutumé à attendre. Il agrippa le comptoir de réception avec des jointures qui devinrent blanches. Le jeune sous-officier derrière le bureau, un apprenti infirmier à peine sorti du lycée, leva les yeux et déglutit difficilement. « Monsieur le jeune homme Quina, j'ai besoin d'une consultation. Orthopédie. Maintenant !» Sterling grogna. Sa voix était un grondement bas, comme un tank au ralenti dans un garage. Ma hanche se sent comme quelqu'un a remplacé l'articulation avec du verre brisé. « Avez-vous un rendez-vous, colonel? » Sterling se pensa. « Fils, j'ai un bataillon déployant dans 3 semaines. Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous. J'ai des éclats d'obus se déplaçant dans ma hanche de Fallujah et qu'il est décidant de migrer vers le sud aujourd'hui. Trouvez-moi un docteur, de préférence un qui connaît la différence entre un fémur et une fibula. » Le hall était animé. C'était vendredi après-midi, l'heure des sorcières pour les hôpitaux militaires, où les accidents d'entraînement, les guerriers de week-end et les vieux vétérans convergeaient en une symphonie chaotique de douleur. « Je verrai qui est disponible, monsieur. Veuillez prendre un siège. » Sterling ne s'assit pas. Il arpentait. Chaque pas envoya une décharge d'électricité le long de sa colonne vertébrale, mais il refusa de le montrer. La douleur était juste la faiblesse quittant le corps, ou ainsi le dicton allait. Mais cette douleur se sentait moins comme la faiblesse quittant, et plus comme un tisonnier chaud tordant dans sa moelle. 10 minutes passèrent, puis 20. La patience de Sterling, jamais son fort, s'effilochait comme une vieille corde. Finalement, une porte latérale s'ouvrit, sortit une femme. Elle était petite, peut-être 1,64 m, une silhouette qui avait ramolli avec l'âge. Ses blouses étaient d'un bleu phoque générique, délavé, dépourvu des plis nets que Sterling admirait chez ses marines. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné, des mèches d'argent livrant une bataille perdue contre le brun foncé. Elle portait des sabots confortables, usés, et des lunettes de lecture perchées précairement sur le bout de son nez. Elle ressemblait aux yeux perspicaces et préjugés de Sterling à une enseignante suppléante, ou une grand-mère qui cuisait des biscuits, pas une guerrière. Pas quelqu'un capable de manipuler la machinerie endommagée d'un commandant de marine. « Lieutenant-colonel Sterling », elle appela. Sa voix était calme, presque mélodique, coupant à travers le brouhaha de la salle d'attente. Sterling arrêta d'arpenter et se tourna. Il regarda par-dessus son épaule, s'attendant à un docteur ou au moins un sous-officier supérieur. « Je suis Sterling. Je suis l'infirmière Sarah Jenkins, dit-elle, offrant un petit sourire poli. Je ferai votre admission et évaluation initiale avant que le chirurgien vous voie,
Si vous voulez me suivre à la salle de triage 3. Sterling ne bougea pas. Il regarda sa main tendue, puis de nouveau son visage, son expression durcissant. Infirmière Jenkins, Sterling dit, testant le nom comme si c'était un morceau de viande douteux. Êtes-vous en service actif? Sarah cligna, surprise par la question. Je suis une infirmière civile, colonel. J'ai été avec Balboa pendant 15 ans. Maintenant, si vous... Civil, Sterling interrompit. Le mot goûtant comme cendre dans sa bouche, il laissa échapper une expiration nette et dérisoire. J'ai spécifiquement demandé un fournisseur militaire. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend le trauma de combat, pas quelqu'un qui est habitué à mettre des pansements sur les genoux écorchés des personnes à charge. Le hall devint silencieux. Quelques têtes se tournèrent. Sarah baissa sa main lentement. Son expression ne changea pas, mais ses yeux, noisettes et vifs, semblaient l'évaluer avec une nouvelle intensité. Colonel, votre statut indique douleur urgente. Le chirurgien orthopédiste, commandant Holloway, est en chirurgie. Je suis l'infirmière de triage senior. Je suis entièrement qualifié pour évaluer votre blessure et administrer des protocoles de gestion de la douleur jusqu'à ce qu'il soit sorti. Gestion de la douleur, Sterling ricana, s'approchant, la dominant. Je n'ai pas besoin de pilules et je n'ai pas besoin d'un jeu de devinette civile. J'ai des fragments de métal logés dans ma crête iliaque. Savez-vous même ce qu'une explosion d'IED fait à la densité osseuse sur 20 ans? Je suis tout à fait familière avec les blessures par explosion, colonel, Sarah dit doucement. J'en doute, Sterling claqua, à moins que vous ayez appris cela en regardant Grey's Anatomy. Il se tourna de nouveau vers le jeune infirmier, terrifié au bureau. Trouvez-moi un infirmier, un chef, quelqu'un qui a réellement porté l'uniforme. Je ne laisse pas un civil me toucher. Sarah tint bon. Elle ne broncha pas. Elle ne recula pas. Elle simplement joignit ses mains devant elle. Colonel Sterling, refusez les soins est votre droit, mais je suis la seule disponible pour vous aider en ce moment. Vous transpirez, vos pupilles sont dilatées, et vous favorisez votre côté gauche au point de causer une tension secondaire sur votre colonne lombaire. Vous êtes en agonie. Laissez-moi vous aider. J'ai dit non, Sterling aboya, sa voix résonnant sur les sols en linoléum. J'attendrai Holloway. Et pendant que j'attends, trouvez-moi quelqu'un avec un grade sur son col, pas une carte de syndicat dans sa poche. Il lui tourna le dos et boita agressivement vers une rangée de chaises, s'asseyant avec une grimace qui mit à nu sa souffrance. Sarah le regarda un long moment. Une infirmière plus jeune aurait pu s'enfuir pleurer dans la salle de repos. Une infirmière plus fière aurait pu riposter. Sarah ne fit ni l'un ni l'autre. Elle simplement ajusta ses lunettes, prit son presse-papier et marcha vers lui. « Je ne vais nulle part, colonel, dit-elle, sa voix tombant à un registre qui était de l'acier enveloppé de velours. Parce que dans environ 10 minutes, cette hanche va se bloquer complètement. Vous allez avoir besoin d'aide juste pour vous lever. Je serai juste ici. » Sterling la regarda fixement, ses yeux se rétrécissant. « Vous êtes renvoyée, infirmière. » « C'est un hôpital, colonel, pas un pont de parade. » Elle répondit en douceur. « Et jusqu'à ce que vous sortiez, vous êtes mon patient. » Elle prit un siège directement en face de lui, croisa ses jambes et attendit. Les lignes de bataille étaient tracées. L'impasse dans la salle d'attente du Centre médical naval dura 45 minutes. Pour l'observateur occasionnel, c'était juste un homme assis dans une chaise et une infirmière assise en face de lui, examinant des dossiers, mais la tension dans l'air était assez épaisse pour s'étouffer. Mike Sterling se détériorait. Il le savait et il haïssait qu'elle le sût aussi. L'adrénaline qu'il avait portée à travers les portes d'entrée s'estompait, remplacée par une nausée lancinante, blanche et chaude. Elekadob, un souvenir d'une bombe artisanale à Ramadi en 06, avait probablement bougé de millimètres, mais à l'intérieur de l'architecture serrée de l'articulation de la hanche, les millimètres se sentaient comme des kilomètres. Il tenta de déplacer son poids, et un halètement s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne pût le réprimer.
Sarah ne leva pas les yeux de son presse-papier. 7 sur 10, elle demanda avec désinvolture. Occupez-vous de vos affaires. Sterling grinça. La sueur perlait sur son front. Ressemble à un houette. Peut-être un œuf, elle continua, tournant d'une page. Vous devenez rigide. Les spasmes musculaires s'installent. Si nous ne vous procurons pas un relaxant musculaire et un anti-inflammatoire bientôt, nous allons devoir couper votre pantalon parce que vous ne pourrez pas vous lever pour l'enlever. J'ai survécu pire qu'une jambe raide, Sterling grogna. J'ai pris une balle à travers l'épaule à Garmseer et marché 3 clics jusqu'au point d'évacuation. Je pense que je peux gérer une chaise à San Diego. Garmseer, Sarah répéta, le mot roulant sur sa langue avec une étrange familiarité. Elle leva finalement les yeux. 2008, c'était un mauvais été. La chaleur seule tuait des gens. Sterling s'arrêta, ses yeux se fixant sur les siens. Vous avez lu mon dossier si rapidement? Je n'ai pas lu votre dossier, colonel. Je connais l'histoire. Fan de History Channel, il se moqua, bien que sa voix fût plus faible maintenant. Quelque chose comme ça, elle se leva. Colonel, s'il vous plaît, mettez de côté l'ego. Vous êtes le commandant du Dark Horse. Vos hommes ont besoin de vous fonctionnels. En ce moment, vous êtes un fardeau pour vous-même. Laissez-moi vous ramener. Faites démarrer une IV et préparez-vous pour Holloway. Il se lave les mains après une arthroplastie du genou maintenant. Il sera ici dans 20 minutes. Sterling regarda l'horloge. Sa douleur devenait aveuglante. Sa vision s'estompait sur les bords. Il haïssait les civils. Il les trouvait mous, sans engagement, manquant de la discipline qui définissait son existence. Mais il était un pragmatiste. Il ne pouvait pas commander un bataillon depuis un étage d'hôpital s'il s'évanouissait. Bien, il cracha. Mais vous faites les bases, vous piquez la veine, vous accrochez le sac. Si vous manquez la veine une fois, vous êtes fini. J'obtiens un infirmier. Marché conclu? Le visage de Sarah resta impassible. Je ne manquerai pas. Elle fit signe à l'ordonnance d'apporter un fauteuil roulant. Je marche, Sterling commanda, serrant les accoudoirs. Colonel, j'ai dit je marche. Il bondit vers le haut, utilisant pure volonté pour forcer ses jambes à se redresser. Il fit 2 pas avant que sa jambe gauche ne cède. Il ne toucha pas le sol. Avant que l'ordonnance ne pût même réagir, Sarah s'était déplacée avec une vitesse qui démentait son apparence. Elle s'avança dans son poids tombant, calant son épaule sous son bon bras, bloquant sa posture large. Elle rattrapa un marine de 220 livres poids mort sans un grognement. « Je vous tiens », elle murmura, sa voix juste à son oreille. Ce n'était pas la voix d'une infirmière civile. C'était la voix de commandement de quelqu'un qui avait traîné des corps avant. « Pivotez sur la droite, appuyez-vous sur moi. Ne me combattez pas, Sterling. » Il était trop choqué et trop en douleur pour discuter. Il s'appuya sur elle, et elle le guida dans le fauteuil roulant que l'ordonnance poussa en avant. Alors qu'il s'effondrait sur le siège, respirant lourdement, il leva les yeux vers elle. Elle n'était même pas à bout de souffle. Elle lissa son haut de blouse, son visage revenant à ce masque bénin de grand-mère. « Triage 3, dit-elle à l'ordonnance. « Urgence. » Dans la salle d'examen, l'atmosphère était clinique et froide. Sarah bougea efficacement, enfilant des gants. Elle prépara son bras pour une IV. Sterling la regarda comme un faucon. « Vous avez des mains fermes, » il admit à contre-cœur. « Cela aide quand les gens arrêtent de me crier dessus. » Elle répondit sèchement. Elle tamponna l'intérieur de son coude. Grande respiration. Elle glissa l'aiguille. Piqûre parfaite. Éclair de sang, scotché, fait en 10 secondes. Compétente, Sterling marmonna, pour une civile. Sarah brancha le sac de solution saline. Elle se tourna vers le terminal informatique pour enregistrer les signes vitaux. Vous retenez beaucoup de colère, colonel. Cela élève votre tension artérielle. Pas bon pour la guérison. Cela me garde en vie, il rétorqua. Cela garde mes hommes en vie. Vous ne comprendriez pas. Vous pointez à 17 heures et rentrez chez vous pour... Quoi? Des shots? Un jardin? Sarah arrêta de taper. Elle ne se retourna pas immédiatement.
La pièce devint silencieuse, sauf pour le bourdonnement de la climatisation. « Je n'ai pas de chat, dit-elle doucement, et je n'ai pas vraiment de maison où aller plus. Mon mari est décédé il y a 5 ans. Désolé, Sterling dit, le réflexe automatique de politesse s'activant. La vie civile a ses propres tragédies, je suppose. Sarah se tourna alors, et pour la première fois, Sterling vit un éclair de feu dans ses yeux. Il disparut aussi vite qu'il apparut, mais cela le troubla. « Vous pensez que l'uniforme est la seule chose qui fait un soldat, colonel? » Elle demanda. « Je pense que l'uniforme représente un sacrifice que vous ne pouvez pas comprendre, » dit-il, redoublant d'efforts. « Vous traitez les blessures, bien sûr, mais vous ne savez pas comment nous les avons obtenues. Vous ne connaissez pas le son du sifflement sec d'une balle ou l'odeur de diesel brûlé et de sang. Vous nous réparez et nous renvoyez. Vous êtes un mécanicien. Nous sommes les voitures de course. » Un mécanicien, elle répéta. Un petit sourire triste joua sur ses lèvres. « Est-ce ce que vous pensez que je suis? Prouvez-moi le contraire, » Sterling défia, les analgésiques commençant à faire effet, le rendant plus audacieux. « Dites-moi le plus proche que vous ayez jamais été d'une zone de mise à mort en le regardant sur CNN. » Sarah marcha vers l'évier pour se laver les mains. Elle les sécha lentement avec une serviette en papier. L'air dans la pièce sembla s'alourdir, chargé d'une électricité statique qui fit se dresser les poils sur les bras de Sterling. Elle se tourna vers lui, son visage complètement vide de l'expression polie de service client qu'elle avait portée plus tôt. « Vous avez demandé un infirmier, colonel, » dit-elle. « Vous avez demandé quelqu'un qui connaît la différence entre un fémur et une fibula sous le feu. » Elle tendit la main vers le col de son haut de blouse. Pendant une seconde, Sterling pensa qu'elle se déshabillait, et il ouvrit la bouche pour objecter, mais elle n'enleva pas le haut. Elle attrapa la manche gauche de son maillot de corps, un thermique blanc à manches longues qu'elle portait sous les blouses, et le remonta. Elle roula le tissu au-delà de son poignet, au-delà du coude. Les yeux de Sterling s'écarquillèrent. Là, sur l'intérieur de son avant-bras, couvrant la peau pâle du poignet au coude, était un tatouage. Mais ce n'était pas un papillon ou une fleur. Était une murale chaotique, belle, terrifiante d'encre noire et grise. Au centre était l'aigle, le globe et l'encre, l'emblème sacré du corps des Marines. Mais superposé sur elle était le caducée du corps médical, et tissé à travers la chaîne d'encre étaient les lignes distinctes, déchiquetées d'une carte. Sterling connaissait les cartes, il connaissait cette carte. C'était la grille des rues de Fallujah, le quartier de Jolene, et en dessous, en caractères gothiques gras, étaient les mots pour que d'autres puissent vivre. Mais ce qui fit la respiration de Sterling se bloquer dans sa gorge n'était pas la carte. C'était le petit emblème distinct ancré juste près du creux de son coude. Un crâne avec une pelle, l'écusson d'unité des 3/5 du cheval noir, et à côté une date, novembre 2004. Sterling fixa. L'année de la fureur fantôme, la bataille la plus sanglante de la guerre d'Irak. Vous, Sterling balbutia, son cerveau luttant pour concilier la femme d'âge moyen avec l'encre sur son bras. Vous étiez attaché au 3/5 en 04. Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle roula la manche un pouce plus loin. Il y avait une cicatrice là, un plissement de chair déchiquetée, laide qui ressemblait à il avait été évidé par une cuillère à melon. « Je n'étais pas juste attaché, colonel, » Sarah dit, sa voix tombant un murmure qui portait le poids de 1000 tombes. « J'étais l'infirmière chirurgicale en chef pour la compagnie chirurgicale Bravo, déployée à la maison de l'enfer. Nous ne vous avons pas juste réparé, nous vous avons raclé du trottoir. » Elle fit un pas plus près de lui, pointant un doigt sur sa poitrine, et quand votre Sergeant Major, Gunny Miller à l'époque, est arrivé avec ses jambes arrachées aux genoux, je n'ai pas attendu un docteur. Je l'ai garrotté avec mes propres lastes de bottes parce que nous étions à court de chatte. Alors n'osez pas vous asseoir là et me dire que je ne connais pas l'odeur du diesel et du sang. Je le lave encore de mes cheveux chaque nuit. Sterling resta figé. La perfusion
le seul son dans la pièce. Le rebondissement n'était pas juste qu'elle avait servi, c'était qu'elle avait servi dans l'enfer même sur lequel il avait bâti sa réputation. Miller, Sterling murmura, « Vous avez sauvé Gunny Miller. Il mourut. » Sarah dit platement, « Il mourut en me tenant la main, me demandant de dire à sa femme qu'il l'aimait. J'étais la dernière chose qu'il vit. Pas un Marine. Moins une civile en blues. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le silence dans la salle d'examen était plus lourd que les gilets en Kevlar que Sterling portait. Le bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur sembla disparaître, avalé par le vide de la révélation. Sterling fixa l'encre sur le bras de Sarah, la carte du quartier de Jolan, la zone de mise à mort, où le 3e bataillon, 5e Marines, avait saigné pour chaque pouce de poussière. Il leva les yeux du tatouage à son visage. Les rides autour de ses yeux, qu'il avait écartés comme des signes d'une ménagère fatiguée d'âge moyen, ressemblaient maintenant à quelque chose d'entièrement différent. Elles étaient des gravures de chagrin. Elles étaient les marques d'un témoin. « Vous êtes l'ange », Sterling murmura, la réalisation le frappant comme un coup physique. L'ange de Jolan, c'était un mythe qu'il avait entendu quand il était un jeune capitaine. Le soldat parlait d'une infirmière de la marine au système chirurgical de réanimation avancé, FRSS, une unité de trauma mobile qui se déplaçait avec les lignes de front, qui refusait de porter un gilet par éclat inopérant parce que cela restreignait son mouvement. Ils disaient qu'elle avait du sang jusqu'au coude pendant 3 semaines d'affilée. Ils disaient qu'elle fredonnait des berceuses aux marines alors qu'ils se vidaient de leur sang quand la morphine manquait. Sarah tira sa manche vers le bas lentement, couvrant la carte, couvrant le crâne, couvrant l'histoire. « Je hais ce nom, » dit-elle doucement. « Il n'y a pas d'ange en guerre, colonel, seulement des fantômes et des survivants. »« Je pensais que vous étiez un mythe, » Sterling dit, sa voix rauque. « Nous avons entendu que le FRSS ait pris un coup direct. Mortier. Il disait que l'équipe médicale avait été anéantie. La plupart l'étaient, Sarah dit, se tournant vers l'ordinateur, bien que ses mains tremblassent légèrement. C'était le 12 novembre. Nous étions installés dans une école abandonnée. Ils ont acheminé les mortiers par le nord. Le premier a mis hors service le générateur. Le second a frappé la tente de triage. J'étais à l'arrière, me préparant à opérer une blessure à la poitrine. Elle s'arrêta, ses yeux flous, regardant à travers le mur blanc stérile de l'hôpital de San Diego et voyant une tente enfumée, rouge sang en Irak. J'ai passé les 6 heures suivantes à faire du triage à la lampe de poche, elle continua. Nous n'avions pas assez de mains. J'ai dû choisir, colonel. Étiquette noire ou étiquette rouge. Qui reçoit le placement et qui reçoit une main à tenir pendant qu'il meurt? Gunny Miller? Il était une étiquette rouge qui devint noire. J'ai essayé. Dieu, j'ai essayé. Sterling sentit une vague de honte, si intense qu'elle éclipsa presque la douleur dans sa hanche. Il venait de réprimander cette femme. Il l'avait appelée une civile douce. Il s'était moqué d'elle pour ne pas connaître l'odeur du sang. Je suis sorti en 05, Sarah dit, répondant à la question qu'il n'avait pas encore posée. Je ne pouvais plus porter l'uniforme. Chaque fois que je le mettais, je sentais la chair brûler. Je suis venu ici à Balboa parce que je ne pouvais pas quitter les Marines complètement. J'avais besoin de les traiter sans le grade, sans la politique. Je voulais juste être Sarah. Juste une infirmière, elle se tourna vers lui, son expression durcissant de nouveau. Alors oui, colonel, je suis une civile maintenant, mais ne confondez pas mon manque de grade avec un manque de capacité. J'ai recousu plus de Marines que vous n'en avez commandé. Sterling déglutit difficilement. La douleur dans sa hanche était maintenant un rugissement sourd et battant, mais son ego avait été brisé. Il tenta de s'asseoir plus droit, forçant un niveau de respect dans sa posture qu'il réservait habituellement aux généraux. « Je m'excuse, » Sterling dit. Les mots se sentaient étrangers, mais nécessaires. J'étais hors de propos. J'ai supposé. Vous avez suppé ce que vous avez vu, Sarah interrompit doucement.
C'est ce que les Marines sont entraînés à faire, évaluer les menaces. Je ne suis pas une menace, colonel. Je suis votre bouée de sauvetage. Elle tendit la main et ajusta le débit de sa perfusion. Maintenant, parlez-moi de la douleur, la vraie douleur, pas la version « je peux le supporter », la vérité. Sterling la regarda vraiment et hocha la tête. Ce n'est pas juste l'articulation. Cela se sent chaud, comme si quelqu'un avait versé de l'eau bouillante dans la moelle. Et il y a un battement derrière l'os de la hanche, profond dans l'intestin. Les yeux de Sarah se rétrécirent instantanément. La douceur de grand-mère disparut, remplacée par la concentration nette et prédatrice d'un clinicien de combat. Battement, elle répéta. Est-ce rythmique? Est-ce que ça correspond à votre rythme cardiaque? Ouais, Sterling grogna, essuyant la sueur de sa lèvre supérieure. Ça devient plus fort. Sarah ne parla pas. Elle se déplaça immédiatement à son côté, plaçant sa main non sur sa hanche, mais sur son abdomen inférieur, juste au-dessus de l'aine. Elle pressa fermement. Sterling cria, un son guttural qu'il ne put réprimer. Rigide, Sarah marmonna à elle-même. Elle déplaça sa main plus bas, vérifiant le pouls dans son pied gauche. Elle fronça les sourcils. Elle vérifia le pied droit, puis le gauche de nouveau. « Quoi? » Sterling demanda, voyant le changement dans son comportement. « Qu'est-ce que c'est? » « Votre pouls pédieux est faible sur la gauche, Sarah dit. Sa voix coupée et professionnelle, et votre abdomen est en défense. Colonel, quand était votre dernière radiographie? Il y a 6 mois. Contrôle de routine. Et les éclats de boue? Où était-il assis exactement? Logé dans l'ilium. Les docteurs disaient qu'il était encapsulé. Sûr. Les éclats de bois encapsulés ne pulsent pas, Sarah dit sombrement. Elle arracha le brassard à tension artérielle velcro du support mural et l'enroula autour de son bras manuellement, faisant confiance à ses oreilles plutôt qu'à la machine. Elle pompa la poire, écoutant attentivement avec son stéthoscope. Elle regarda la jauge. Puis elle relâcha la valve. La TA chute. Elle annonça. 90 sur 60. Vous étiez 130 sur 85 quand vous êtes entré. Je me sens fatigué, Sterling admit, sa tête se balançant en arrière contre l'appui-tête. La pièce commençait à nager. Juste besoin d'1 minute. Sarah ne lui donna pas 1 minute. Elle se retourna et appuya sur le bouton rouge d'assistance du personnel sur le mur. L'alarme retentit dans le couloir. Un cri aigu et rythmique qui signalait d'une urgence. « Infirmière Jenkins !» Le jeune infirmier de la réception passa la tête, l'air terrifié par l'alarme. « Amenez une civière ici maintenant, » Sarah aboya. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre délivré avec le volume et l'autorité d'un instructeur. « Et appelez le service vasculaire. Dites-leur que nous avons une rupture de l'artère iliaque suspectée. » Code 3. « Vasculaire ?» L'infirmier balbutia. « Mais il est ici pour l'ortho. Ai-je bégayé, sous-officier? » Sarah se tourna vers lui, ses yeux flamboyants. « Bouge !» L'infirmier se précipita. Sterling la regarda, sa vision en tunnel. « Rupture ?» il marmonna. « Cela semble mauvais. » Les éclats d'obus ont bougé, Sarah dit, se penchant sur lui, son visage près du sien. « Ça n'a pas juste migré, Mike. Ça a coupé quelque chose. Vous saignez intérieurement. Nous devons bouger. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. C'était la dernière chose qu'il entendit avant que l'obscurité ne le prenne. Le monde revint par éclairs de bruit chaotique et de lumière aveuglante. Lieutenant-colonel Sterling bougeait. Il regardait les dalles de plafond acoustiquées défiler. Quelqu'un criait. « La TA chute. 70 sur 40. Nous perdons le pouls radial. Liquide grand ouvert. Pressez les sacs. Où diable est le chirurgien? » Sterling tenta de tourner la tête, mais son corps se sentait comme s'il était fait de plomb. Il reconnut la voix, criant des ordres. C'était Sarah. Ils firent irruption à travers un ensemble de portes doubles dans un compartiment de traumatologie. L'air était plus froid ici.
Il fut soulevé, des mains rudes saisissant le drap sous lui, et transféré sur une dure table de traumatologie. Équipe de traumatologie au compartiment 1, le système de sonorisation énonça au-dessus. Un jeune interne en blouse blanche se précipita, regardant les moniteurs. « Qu'avons-nous? Je pensais que c'était une consultation de hanche. Hémorragie rétro-péritonéale, la voix de Sarah coupa à travers le bruit. Elle était à la tête du lit, gérant les voies respiratoires. Le patient est blessure de combat post-opératoire. 20 ans, migration d'éclat d'obus. Il est hypovolémique. Il a besoin de sang. Pas de solution saline. O négatif. 2 unités. Urgence. L'interne hésita, regardant Sarah. Infirmière, nous avons besoin d'un scanner pour confirmer avant que nous. Regardez son ventre, Sarah cria, saisissant la main de l'interne et la forçant sur l'abdomen distendu de Sterling. Il est rigide comme une planche. Si vous l'envoyez au scanner, il meurt dans l'ascenseur. C'est une rupture. Vous devez clamper l'aorte ou l'emmener à la salle d'opération maintenant. Je ne peux pas l'ouvrir ici sans un médecin traitant. L'interne paniqua. Dr. Holloway est toujours en train de se laver les mains. Alors obtenez un autre médecin traitant. Sarah cria. Les yeux de Sterling papillonnèrent. Il avait froid, si incroyablement froid. Ça se sentait juste comme Garmsbury, juste comme le fossé où il avait saigné pendant 3 heures attendant l'oiseau. C'est ça, il pensa, éliminé par un morceau de métal 20 ans trop tard. Dans une salle d'attente à San Diego, il sentit une main agripper son épaule, une main forte et chaude. « Mike, restez avec moi. » Sarah était penchée sur lui. Elle ne regardait pas les moniteurs. Elle le regardait droit. « Ne me lâchez pas, Marianne. Vous n'avez pas survécu pour Lucia, pour mourir sur mon corps. » Sarah, il haleta. « La carte. Oubliez la carte. Concentrez-vous sur ma voix. » Le moniteur commença à crier un ton aigu et régulier. Fibrillation ventriculaire. « Il est en arrêt ?» L'interne cria. « Chargez les palettes. » Non, Sarah écarta l'interne. Il n'a pas de pression. Il n'y a rien à pomper. C'est une AEP, activité électrique sans pouls, due à l'hypovolémie. Commencez les compressions. Poussez de l'épi. Sarah grimpa sur un tabouret instantanément. Elle entrelaça ses doigts, se positionna au-dessus de la poitrine massive de Sterling et commença à pomper. 1, 2, 3, 4. « Allez, Mike! » Elle grogna avec l'effort. « Batte-toi! » Sterling flottait. Il était dans un couloir gris. Au bout du couloir, il vit des visages. Il vit Gunny Miller. Il vit les garçons des 3/5e qui n'étaient pas rentrés à la maison. Ils attendaient, fumant des cigarettes, appuyés contre une barrière ESCO. « Pas encore, Monsieur Miller sembla dire. Elle n'a pas fini avec vous. » Poum, poum, poum. La force des compressions de Sarah était brutale, et elle cassait des côtes. Elle ne s'en souciait pas. Elle forçait manuellement son cœur à faire circuler le peu de sang qui lui restait. « J'ai besoin de ce sang! » Sarah cria aux infirmières courant dans la pièce. « Pressez-le! Sac de pression! Le sang est suspendu! Dr. Holloway est à 2 minutes. Nous n'avons pas 2 minutes. » Sarah arrêta les compressions pour vérifier le pouls. Rien. Elle regarda l'interne. « Reboa. Avons-nous un kit Reboa? » Le Reboa, occlusion de l'aorte par ballonnet endovasculaire de réanimation, était un dispositif spécialisé. Un ballonnet enfilé dans l'artère fémorale pour boucher l'aorte de l'intérieur, arrêtant le saignement sous la poitrine et gardant le sang dans le cerveau et le cœur. C'était avancé, c'était risqué, et c'était habituellement fait par un chirurgien. Je n'en ai jamais fait, l'interne admit, son visage pâle. Sarah regarda le chariot d'urgence. Elle regarda le Marine mourant sur la table. Elle fit un choix qui pouvait mettre fin à sa carrière, un choix qui pouvait l'envoyer en prison si elle échouait. « Ouvrez le kit », elle ordonna. « Infirmière Jenkins, vous ne pouvez pas. J'étais certifié FRSS en accès vasculaire sous le feu. » Elle claqua. «
J'en ai fait 3 dans un fossé à Ramadi. Ouvrez le foutu kit ou sortez de mon chemin. La pièce devint silencieuse. L'autorité rayonnant d'elle était absolue. C'était l'ange de Jolan refaisant surface. L'interne ouvrit le kit. Sarah bougea avec une vitesse terrifiante. Elle attrapa la sonde échographique avec sa main gauche, l'aiguille d'accès avec sa droite. Compression. Tenez! Elle aboya. Elle scanna l'artère fémorale droite. La bonne jambe. Trouvée. Elle piqua l'aiguille. Éclair de sang. Elle enfila le fil. Cathéter. L'interne le lui tendit. Elle glissa le tube long et fin le long de l'artère de Sterling, le guidant aveuglément au toucher et au repère, visualisant l'anatomie dans sa tête. Où elle devait monter le ballonnet assez haut pour bloquer le flux sanguin vers les hanches, mais pas si haut qu'il arrêterait le flux vers les reins. Déploiement du ballonnet, dit-elle calmement. Elle gonfla le dispositif à l'intérieur de l'aorte de Sterling. Tout le monde fixa le moniteur. Pendant 10 secondes agonisantes, rien ne se passa. La ligne resta plate, puis un bip, puis un autre. La tension artérielle, qui avait été inexistante, s'enregistra soudainement. 60/40e, puis 80/50e. Embouchant la fuite, elle avait forcé le sang restant à retourner à son cœur et à son cerveau. Rythme sinusal, l'interne souffla, regardant Sarah avec admiration. « Nous avons un pouls. » Sarah ne célébra pas. Elle s'affaissa légèrement, la sueur dégouttant de son nez sur un masque. « Il est stable. Emmenez-le à la salle d'opération. Holloway peut réparer la déchirure maintenant qu'il ne se vide plus de son sang. » Les portes s'ouvrirent en grand. Docteur. Holloway, un homme grand aux cheveux argentés, se précipita, attachant encore son masque chirurgical. Il regarda la scène. Le chariot d'urgence, le sang sur le sol, le cathéter Reboa sortant de la jambe de Sterling, et Sarah debout là, la poitrine haletante. « Statue », Holloway demanda. Iliaque rompu par migration d'éclats debout, l'interne rapporta, sa voix tremblante. Il était en arrêt. « Infirmière Jenkins, elle a placé un Reboa. Elle l'a ramené. » Holloway s'arrêta. Il regarda le dispositif. Il regarda Sarah. Il savait que Sarah était une bonne infirmière, mais il n'avait aucune idée qu'elle savait même ce qu'était un Reboa, encore moins comment en placer un chez un patient en arrêt. « Vous avez placé ça, Sarah? » Holloway demanda. « Il était mort, docteur, » Sarah dit. Une voix tremblante maintenant que l'adrénaline s'estompait. Je n'avais pas le choix. Holloway vérifia le moniteur. Le placement semble parfait. Vous avez sauvé sa vie. Il se tourna vers l'équipe. Bougeons, où l'un est prêt. Nous avons une fenêtre. Ne la gâchons pas. Alors qu'il sortait Sterling en fauteuil roulant, Holloway s'arrêta et posa une main sur l'épaule de Sarah. Nous devons en parler plus tard, dit-il sérieusement. Travail, lieutenant. Il utilisa son ancien grade. Il savait. Sarah resta seule dans le compartiment de traumatologie vide. Ses mains étaient couvertes du sang de Sterling. Elle marcha vers l'évier, ouvrit l'eau et retroussa ses manches. L'eau coula rouge alors qu'elle se frottait. Elle regarda le tatouage sur son bras. La carte de Fallujah. Pas aujourd'hui, elle murmura au crâne et à l'appel. Vous ne l'avez pas aujourd'hui. L'unité de soins intensifs à Balboa était une cathédrale silencieuse de technologie, un contraste frappant avec le bruit chaotique du compartiment de traumatologie. Lieutenant-colonel Mike Sterling se réveilla au whoosh-click rythmique d'un ventilateur, bien que le tube eût déjà été retiré. Sa gorge se sentait comme s'il avait avalé du verre brisé, et son côté gauche était un bloc de glace lourd et engourdi. Il cligna des yeux, ses yeux s'ajustant à la lumière tamisée. Une silhouette était debout au pied de son lit, examinant un dossier. Ce n'était pas Sarah. C'était Dr. Holloway. « Bienvenue de nouveau au pays des vivants, colonel, » Holloway dit, sa voix basse. Il avait l'air fatigué. « Vous nous avez fait une belle peur. » Sterling tenta de parler, tout ça, et accepta les copeaux de glace que Holloway offrit. La hanche, il rapa.
Réparé, Holloway dit. Nous avons retiré les éclats d'obus. Il avait des bords dentelés, ressemble à un morceau d'un ancien obus d'artillerie soviétique. Il a sectionné votre artère iliaque commune. Vous avez saigné environ 2 litres dans votre espace rétropéritonéal. Franchement, Mike, vous devriez être mort. La mémoire de Sterling était une brume fragmentée. Il se souvint de la douleur. Il se souvint de la salle d'attente. Il se souvint de Sarah. L'infirmière, Sterling murmura. Sarah, elle était là. L'expression de Holloway se durcit. Il ferma le dossier et tira une chaise près du lit. C'est de ça que nous devons parler. Sarah Jenkins a sauvé votre vie. Il n'y a aucune ambiguïté là. Vous étiez en arrêt. Votre cœur s'est arrêté. Elle a effectué une procédure de Ribot. Elle a inséré un ballonnet dans votre aorte pour arrêter le saignement afin que nous puissions vous emmener en chirurgie. Alors, elle a fait son travail, Sterling dit, confus par le ton sombre du docteur. Elle a fait mon travail, Mike, Holloway le corrigea. Le Ribot est une procédure chirurgicale. Ce n'est pas dans le cadre de pratique pour une infirmière civile à cette installation. Elle n'est pas accréditée pour cela. Elle n'a pas attendu un médecin traitant. Aux yeux de l'administration hospitalière, elle a effectué une chirurgie invasive non autorisée sur un officier de haut rang. Sterling tenta de se lever, mais la douleur le força à revenir. Elle m'a sauvé. Si elle avait attendu, je serais dans une boîte. Je sais ça. Vous savez ça. Mais le directeur de l'hôpital, Stephen Caldwell, le voit différemment. Il voit un procès en responsabilité massif en attente. Si elle avait perforé votre aorte, si vous étiez mort, l'hôpital aurait été poursuivi en justice jusqu'à l'oubli pour avoir laissé une infirmière jouer au chirurgien. Sterling sentit une montée de la vieille rage de combat. Où est-elle? Elle a été placée en congé administratif immédiat, Holloway soupira, en attendant une audience du conseil d'examen demain matin. Ils vont la licencier, Mike, et ils pourraient la signaler au Conseil d'État des infirmières pour lui retirer sa licence. Ils appellent en cela négligence grave et médecine de cow-boy. Médecine de cow-boy, Sterling grogna. Elle est une vétérane de combat. Elle a appris ça dans la boue. Caldwell ne se soucie pas de ce qui s'est passé à Fallujah. Il se soucie du protocole. Et en ce moment, Sarah est seule. Sterling regarda les lignes UFR courant dans son bras. Il regarda la fenêtre où le soleil de San Diego essayait de percer le brouillard. Il se souvint du tatouage pour que d'autres puissent vivre. Elle avait vécu son credo, et maintenant, il la crucifiait pour cela. Quand est-ce cette audience? Sterling demanda. Demain à 09 dans l'aile administrative. Mais vous n'êtes pas autorisé à bouger, colonel. Vous êtes à peine 12 heures post-opératoire. Sterling regarda Holloway avec des yeux qui étaient froids et durs comme de l'acier. Docteur, vous réparez le pneu. Maintenant, foutez-moi hors du garage. Je vais à cette audience. Mike, vous ne pouvez pas marcher. Alors trouvez-moi un fauteuil roulant, Sterling commanda, et procurez-moi mon uniforme. S'ils veulent juger un marine pour avoir sauvé un marine, ils vont devoir me regarder dans les yeux quand ils le feront. La salle de conférence au dernier étage du centre médical naval était stérile, climatisée, et sentait le polish au citron et la bureaucratie. Une longue table en acajou dominait la pièce. À la tête était assis le directeur Stephen Caldwell, un homme en costume gris impeccable qui n'avait jamais vu un jour de combat dans sa vie. Il était flanqué du conseiller juridique en chef de l'hôpital et de la directrice des soins infirmiers. Sarah Jenkins était assise à l'autre bout de la table. Elle ne portait pas de blouse aujourd'hui. Elle portait un simple blazer bleu marine et un pantalon. Ses mains étaient pliées sur la table, immobiles et composées. Elle paraissait petite sur fond de l'institution qu'elle avait servie pendant 15 ans. Mademoiselle Jenkins, Caldwell commença, ajustant ses lunettes. Nous avons examiné le rapport d'incident. Les faits ne sont pas contestés. Vous avez utilisé un dispositif Ribot sur un patient sans médecin présent. Vous avez contourné le protocole hospitalier. Vous avez ignoré la chaîne de commandement.
Et vous avez effectué une procédure pour laquelle vous n'êtes pas licencié dans l'État de Californie. Le patient était en arrêt AEP, Sarah dit, sa voix stable mais douce. Il s'était exsanguiné. Les compressions étaient inefficaces parce que le réservoir était vide. Si je n'avais pas occlu l'aorte, il aurait souffert d'une mort cérébrale irréversible dans les 3 minutes. Dr. Holloway était encore à 2 minutes. C'est de la spéculation, le conseiller juridique interjeta. L'interne Dr. Evans était présent. Vous l'avez outrepassé. Dr. Evans a gelé, Sarah répondit. Il a admis qu'il ne savait pas comment utiliser le dispositif. Moi si. Où avez-vous reçu cette formation? Caldwell demanda, son ton sceptique. Parce que je ne le vois pas dans votre dossier ici à Balboa. Je l'ai appris dans la province d'Al-Anbar, Irak. 2004, Sarah dit, sous la supervision du commandant de la Marine Dr. Ayers. Nous n'avions pas le kit sophistiqué à l'époque. Nous utilisions des cathéters de Foley et des suppositions. Mais ça a marché, Caldwell soupira, enlevant ses lunettes. Mademoiselle Jenkins, nous respectons votre service passé, mais c'est un hôpital civil à San Diego, pas une tente de triage dans une zone de guerre. Nous avons des règles. Ces règles existent pour protéger les patients. Vous ne pouvez pas juste improviser. C'est une mise en danger imprudente. Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre fin à votre emploi avec effet immédiat et de renvoyer cette affaire au conseil. Sarah regarda ses mains. Elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle connaissait les règles. Elle savait qu'elle les avait brisées. Mais elle savait aussi que Sterling était en vie. Cela devait suffire, je comprends, elle murmura. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez dire? Caldwell demanda, tendant la main vers les documents de licenciement. Vrombissement, le son d'un moteur électrique coupa le silence. Les portes doubles à l'arrière de la pièce s'ouvrirent un temps grand. Lieutenant-colonel Mike Sterling n'entra pas. Il roula. Il était assis dans un fauteuil roulant électrique à dossier haut, sa jambe gauche élevée et enveloppée dans de lourds bandages de compression, mais de la taille vers le haut, il était pure perfection militaire. Quelqu'un, probablement un caporal terrifié, était allé chez lui et avait récupéré ses alphos de service. La tunique vert olive était pressée assez nette pour couper du papier. Les rubans sur sa poitrine étaient une brique colorée d'histoire. L'étoile d'argent, l'étoile de bronze avec V, le cœur violet avec 2 étoiles. Il avait l'air pâle, même fantomatique, mais ses yeux brûlaient. Derrière lui se tenait le Dr. Holloway, ressemblant à un complice coupable. Colonel Sterling, Caldwell balbutia, se levant. Vous ne devriez pas être ici. Vous êtes dans un état critique. Je suis dans une chaise, Caldwell. Mes oreilles fonctionnent bien. Sterling gronda. Il manœuvra la chaise jusqu'à ce qu'il soit juste à côté de Sarah. Il ne regarda pas le directeur. Il la regarda. Il lui fit un signe de tête subtil. Sarah le regarda, ses yeux s'écarquillant. « Mike, que faites-vous? » Rendant l'appareil, il marmonna. Puis il tourna la chaise pour faire face au conseil. « Vous la licenciez? » Sterling demanda, sa voix calmement trompeuse. « Colonel, c'est une affaire de personnel interne. » Le conseiller juridique dit, « C'est inapproprié pour vous de... » « Inapproprié? » Sterling rit, un son dur et aboyant. « Inapproprié et mourir dans votre hall parce que votre système de rendez-vous est en retard de 6 semaines. Inapproprié est un interne de 20 ans qui se fige tandis qu'un commandant de bataillon se vide de son sang sur sa table. Mademoiselle Jenkins a violé la loi, Caldwell insista, bien qu'il ait l'air nerveux. Elle a effectué une chirurgie. Elle a effectué un miracle. Sterling claqua son poing sur l'accoudoir de sa chaise. Savez-vous qui est cette femme? Elle est une infirmière de personnel, Caldwell dit. Elle est Lieutenant Sarah Jenkins, corps des infirmières de la marine retraitée. Sterling le corrigea. Elle est la récipiendaire de la médaille de recommandation de la marine avec vaillance. Elle a servi avec la compagnie chirurgicale Bravo à Fallujah pendant l'opération Fureur Fantôme. Les Marines l'appelaient l'ange de Jolon. La pièce devint silencieuse.
La directrice des soins infirmiers leva les yeux, surprise. Cette information n'était pas dans son dossier RH. Sterling fouilla dans sa poche. C'était une lutte, et il grimaçait de douleur. Mais il sortit un petit morceau de papier plié. C'était l'impression de ces signes vitaux du compartiment de traumatologie. J'ai demandé au Dr. Holloway de récupérer les journaux, Sterling dit, faisant glisser le papier sur la table en acajou vers Caldwell. Regardez l'horodatage, 1002. Rythme cardiaque 0, TA 0. Techniquement, messieurs, j'étais mort. J'étais un cadavre sur votre table. Il pointa un doigt sur le papier. 1403. Tension artérielle 80/50. Rythme cardiaque 110. C'est la minute exacte où elle a placé le Reboe. Elle n'a pas mis en danger un patient. Elle en a ressuscité un. Cela ne change pas la responsabilité, colonel, Caldwell argumenta. Bien que sa voix perdît sa vigueur. Si nous permettons aux infirmières de faire cela, responsabilité? Sterling le coupa. Vous voulez parler de responsabilité? Bien. Si vous licenciez cette femme, je tiendrai personnellement une conférence de presse dans le hall de l'hôpital. Je dirai à chaque média d'information en Amérique que le Centre médical naval San Diego a licencié une héroïne de guerre pour avoir sauvé la vie d'un commandant marine décoré parce qu'elle n'a pas rempli les bons documents. Sterling se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Je commande 3000 Marines, M. Caldwell. Ils sont très loyaux et ils ont des voix très fortes sur les médias sociaux. Voulez-vous vraiment être l'homme qui a licencié l'infirmière qui a sauvé le commandant Dark Horse? » Caldwell pâlit. Le conseiller juridique lui murmura quelque chose frénétiquement à l'oreille. L'image était un cauchemar, un désastre de relations publiques aux proportions nucléaires. Sarah tendit la main et toucha le bras de Sterling. « Mike, arrêtez. Vous n'avez pas à les menacer. » « Je ne les menace pas, Sarah, » Sterling dit doucement. « Je les éduque. » Il se tourna de nouveau vers Caldwell. « Voici le nouveau marché. » L'enquête conclut que l'infirmière Jenkins a agi sous la directive d'urgence de préservation de la vie dans un événement de type catastrophe à victimes multiples, ce qui, étant donné l'incompétence de votre triage ce jour-là, était fondamentalement le cas. Vous la réintégrerez. Vous placerez une mention élogieuse dans son dossier et vous vous assurerez qu'elle est accréditée pour aider à la formation en traumatologie de vos internes afin qu'ils ne se fichent pas la prochaine fois. Caldwell regarda le conseiller juridique. L'avocat hocha la tête lentement. C'était la seule issue. Nous pouvons le structurer comme une procédure d'urgence autorisée rétroactivement, l'avocat dit, tapant frénétiquement sur sa tablette, sous les précédents du bon samaritain. Caldwell laissa échapper un long souffle. Il regarda Sarah, la voyant vraiment pour la première fois. Nous suspendrons le licenciement en attendant un examen de compétences, mais elle garde son emploi. Sterling ne sourit pas, il hocha juste sur la tête. Bon choix. Il tourna sa chaise vers Sarah. « Maintenant, infirmière Jenkins, je crois que je suis absent sans autorisation de mon lit d'hôpital. Et je pense que ma hanche commence à me crier dessus. » Sarah se leva. Des larmes coulaient finalement sur son visage, mais elle souriait. Elle marcha derrière son fauteuil roulant et prit les poignets. « Retournons-vous, colonel, » dit-elle. Alors qu'elle le sortait de la salle de conférence, Sterling regarda droit devant lui, son dos rigide. Mais alors que les portes se fermaient derrière eux, il tendit la main et tapota sa main posée sur la poignée. « On ne laisse pas un homme derrière, dit-il, et je ne laisse pas mon médecin. » 4 mois plus tard, le brouillard matinal roula des collines côtières de Camp Pendleton, révélant l'étendue de béton tentaculaire du pont de parade du 5e Marine. L'air était rempli du rythme aigu et saccadé des tambours et de l'aboiement des ordres. C'était une cérémonie de changement de commandement, le transfert sacré d'autorité d'un commandant à l'autre. Lieutenant-colonel Mike Sterling se tint au podium. Il était dans son uniforme bleu de cérémonie, le col haut rigide contre son cou, les médailles sur sa poitrine brillant sous le soleil californien.
Il se tenait sans canne, bien qu'un léger, presque imperceptible changement dans sa posture trahit le métal, et les vies tenant maintenant sa hanche ensemble. Il regarda la mer de visage, 3000 marines et marins du bataillon Dark Horse se tenant au garde-à-vous rigide. Dans les tribunes VIP, parmi les généraux et les politiciens, était assise une femme en simple robe florale. Sarah Jenkins semblait déplacée parmi les uniformes, serrant son sac à main nerveusement. Sterling éclaircit sa gorge. Le son amplifié à travers le pont de parade. Il avait déjà donné le discours standard, remerciant le corps, remerciant sa famille, promettant la victoire. Mais il n'avait pas fini. Marines, la voix de Sterling résonna. On nous enseigne que l'uniforme nous fait frères. On nous enseigne que l'aigle, le globe et l'encre sont gagnés par la douleur et la saleté au camp d'entraînement. On nous enseigne que nous sommes une race à part. Il fit une pause, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il se fixe sur Sarah dans les tribunes. Mais il y a 4 mois, on m'a rappelé que l'esprit guerrier ne porte pas toujours un uniforme de camouflage. Parfois, il porte des blouses bleues. Parfois, il ressemble à un civil que vous pourriez croiser dans un couloir sans un deuxième regard. Un murmure traversa la foule. C'était hors script. Je suis debout ici aujourd'hui, Sterling continua, sa voix épaissie par l'émotion, parce qu'une femme a refusé de me laisser mourir. Elle a désobéi aux ordres, elle a risqué sa carrière, et elle a mis sa propre subsistance en jeu pour sauver un vieux marine brisé qui était trop têtu pour admettre qu'il avait besoin d'aide. Il recula du microphone et fit un geste vers les tribunes. Sarah Jenkins devant et au centre. Sarah se figea. Les généraux autour d'elle se tournèrent pour regarder. Un jeune capitaine lui fit signe de se lever. Tremblante, elle se leva. « Escortez-la », Sterling commanda. Le sergent-major du bataillon, l'homme de troupe le plus gradé, marcha dans les tribunes, offrit son bras à Sarah et la descendit des escaliers sur l'asphalte sacré du pont de parade. Ils marchèrent jusqu'à ce qu'elle se tienne juste devant le podium, éclipsée par la formation de marines derrière elle. Sterling boita les marches du podium pour la rencontrer au niveau du sol. Il ne la regardait pas comme un patient regarde une infirmière. Il la regardait comme un soldat regarde un sauveur. « Vous m'avez dit une fois que vous n'étiez qu'un mécanicien, » Sterling dit, sa voix assez basse pour que seule elle et le premier rang puissent en entendre, et que vous deviez laver la guerre de vos cheveux chaque nuit. Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « Vous n'avez jamais eu à porter le ruban d'action de combat que vous avez gagné à Jolin Park, » Sterling dit. La paperasse a été perdue. L'unité a continué. Vous étiez un fantôme. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur était une épingle en or, pas une médaille standard, mais un emblème fait sur mesure. C'était le crâne et la pelle du Dark Horse, entrelacés avec le caducée médical. J'ai demandé au garçon de l'atelier de métallurgie de faire ça. Sterling sourit. Un sourire chaleureux et sincère qui atteignit ses yeux. Vous n'êtes pas une civile, Sarah. Vous êtes Dark Horse. Vous êtes l'une des nôtres. Vous l'avez toujours été. Il épingla l'emblème sur le revers de sa robe. Puis, Lieutenant-colonel Sterling, l'homme de fer, le commandant qui avait refusé son aide, fit un pas en arrière. Il claqua ses talons. Il se dressa à sa pleine hauteur et il rendit un salut de main lent, net, parfait. Ce n'était pas un salut de courtoisie. C'était un salut de respect. « Bataillon », le sergent-major hurla derrière eux. « Présentez armes ». 3000 marines bougèrent comme un seul homme. 3000 mains claquèrent vers les visières. Le son était comme un coup de tonnerre. Sarah se tenait là, les larmes débordant finalement, emportant les années de silence, les années de cacher son service, les années d'être juste une infirmière. Elle ne se cachait plus. Elle regarda le tatouage sur son bras, caché sous sa manche, et elle savait qu'elle n'avait pas besoin de le montrer pour prouver quoi que ce soit. Il savait. Sterling maintint le salut pendant un long battement, ses yeux se fixant sur les siens. « Bienvenue à la maison, Lieutenant », il murmura. Sarah redressa son dos, essuya ses yeux, et pour la première fois en 20 ans,
Elle sentit le poids de la guerre se lever de ses épaules. Elle sourit. Merci, colonel. Quel incroyable voyage, d'un commandant marine têtu refusant de l'aide dans une salle d'attente à un salut à l'échelle du bataillon sur le pont de parade. Cela montre juste que le vrai héroïsme n'est pas à propos de l'uniforme que vous portez aujourd'hui, mais de l'esprit que vous portez en vous toujours. Sarah Jenkins prouva que le cœur d'un guerrier bat tout aussi fort en blues qu'il le fait en gilet pare-balles. Si cette histoire vous a ému, ou si vous connaissez une infirmière héroïne ou un vétéran qui mérite reconnaissance, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes, de courage et de rédemption. Je veux savoir ce que vous pensez. Croyez-vous que les civils qui servent dans les zones de combat reçoivent assez de reconnaissance? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine